Bien, bonjour à tous. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures et nous sommes dans le ZCL News. Et aujourd'hui, on va commencer tout à l'heure avec du manger. Mais enfin, je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais pour l'heure, on va d'abord, comme ce sera désormais la coutume, commencer par le proverbe du jour. C'est parti. Depuis au bout des bois, il faut faire charbon. Si on ne connaît pas ça veut dire en français, voyez moi par WhatsApp, mais c'est le proverbe du jour. Tous les jours, on aura un petit proverbe comme ça. C'est tiré du livre publié par Didier Manette, 365 proverbes Guadeloupe, et même prendre des proverbes africains aussi. Et c'est un livre extraordinairement intéressant. Et donc, c'est Sandy qui a réalisé le visuel que vous voyez là. Et chaque jour, bien, on aura un petit proverbe comme ça. Son manière pour nous rester dans la règle en nous-mêmes. Depuis au bruit des bois, il faut faire charbon. Si vous savez ça, ça veut dire qu'il y a moins que 10 jours. Sinon, eh bien, on va recevoir Naïké Clodéon qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Bokit Center. On va parler de Bokit tout à l'heure. Un peu plus tard, on ira faire un tour du côté de Gilles Elidi Kozak. C'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Zépon. Il sera en Zoom avec nous en direct pratiquement. Un peu plus tard, on aura Younous Omarji, le eurodéputé de la France Insoumise. Lui aussi sera en Zoom. On parlera un petit peu de la montée fulgurante, entre guillemets, point d'interrogation, de Monsieur Mélenchon qu'on avait reçu ici. Et Monsieur Omarji, c'est quelqu'un qui vient de la Réunion. Il connaît très bien les problèmes des dernières colonies. Et on va terminer avec, comme d'habitude, Jean-Luc Divial et Damisso. Sinon, l'actualité, c'est les élections au Lamentin. On le sait, le premier tour n'a pas été 100% favorable à Jostin Sapoti, mais il a un ballottage favorable. Au deuxième tour, peut-être une triangulaire avec son adversaire régulier, Mme Julliard, son adversaire régulier, Mme Julliard et Toribio. Mais à Capesterre de Marie-Galante, ça a été joué dès le premier tour. C'est M. Maes qui a été réélu. On fera un petit point avec lui. Sinon, le trophée des femmes d'entreprise, c'était ce week-end au World Trade Center. On y était. La ministre déléguée à la discrimination et aussi aux femmes était là. Je vais parler d'Isabelle Moreno. Elle remettait des cadeaux aux femmes d'entreprise, on en entendra probablement. C'était aussi la grande fête au MAC avec le CAC, avec le MAC bien sûr, avec Patoré. Enfin, tenions un paquet de monde là, qui a dansé, musique en nous. On verra des images d'Olivier Morandel et on fera un petit tour sur le terrain avec Nicolas Antier et Jeff Taylor. Voilà un peu ce qui fait le sommaire aujourd'hui. On vous remercie d'être avec nous aussi nombreux tous les jours. Et continuer à se garder nous, parce que nous avons besoin de bonnes informations, ils ont aimé ça. Alors, je voulais dire, on va commencer, avant de parler de cinéma, de parler de Bokit, puisqu'il y a une jeune femme qui s'appelle Naïké Clodéon, qui est avec nous. Elle a monté un Bokit Center. Je n'avais jamais entendu parler d'un centre de Bokit. Alors, Naïké, qu'est-ce que c'est ce Bokit Center ? Ce Bokit Center, c'est une petite bulle de bonheur où on vient savourer des bokits. On vient se faire du bien sans culpabiliser. Oui. Donc, tout simplement, c'est déjà découvrir les bokits de Bokit Center, donc les différentes pâtes, que ce soit curcuma, charbon végétal. On fait des bokits de curcuma maintenant ? Tout à fait. On travaille une pâte avec du Ils sont jaunes ? Ils sont tout jaunes alors ? Ils sont tout jaunes. C'est comme sur un bokit doré. C'est ça, c'est ça. On pourrait dire ça. C'est un gold bokit. Oui, on penserait peut-être à le rebaptiser, gold bokit. Il faudrait y penser. Et aussi, vous faites des bokits aux fruits à pain déjà, pas encore ? Non, nous développerons, il y a une gamme sans gluten qui est en cours de développement, mais pour le moment, nous n'avons pas de bokit aux fruits à pain. Mais ça viendra, j'imagine. L'avenir nous le dira. Oui. Il y a plein de choses à venir. Oui. Parce que vous savez que les bokits, on dit qu'ils sont trop gras, qu'il y a trop de gluten, etc. Alors qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont déjà pris un petit peu de poids et qui ont envie de manger des bokits quand même ? J'ai eu la chance justement d'avoir mes clients où ça revenait souvent. Oui. Ce que j'entendais souvent les clients dire, c'est qu'en fait, moi, je ne mange pas de bokits. Oui. Et justement, c'est pour ça que je viens chez vous, parce que généralement, c'est trop gras, c'est lourd. Oui. Nous, on va travailler une pâte légère,
une pâte fine. Ah, une pâte plus légère. Voilà, on va travailler une pâte fine, une pâte légère avec une cuisson forcément rapide, qui fera qu'on on aura moins de gras. Après, ça reste un bokit. Oui, un bokit, c'est un bokit. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'équilibre en associant en fait les produits qu'il faut. Donc, on va ramener beaucoup de fraîcheur parce qu'on va travailler les crudités. On va vraiment travailler un large choix de crudités. On travaille en fonction des saisons. Donc, vous allez retrouver... Alors là, le bokit qu'on voit là, il est quoi? C'est un bokit au poulet, c'est ça? C'est un bokit au bœuf. Au bœuf? On va travailler des pièces de bœuf qu'on va émincer. Donc, de la viande fraîche. Donc là, on est sur un bokit... C'est pas un bokit qu'on peut manger en conduisant, hein? Il y a toute une technique pour pouvoir le savourer. Quand vous venez chez nous, on vous donne la petite recommandation. Donc, c'est très important. On va le tenir comme un objet précieux. Surtout, on ne le déshabille pas, on va l'effeuiller. Donc, le faire descendre progressivement. Et vous pouvez, une fois que vous avez le coup de main, vous pourrez le manger sans problème, en voiture et partout. Est-ce qu'on peut penser un bokit au gingembre? Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Oui. C'est ça, nous avons cette richesse. Parce que quand il y a curcuma, on pense tout de suite à gingembre. C'est ça, c'est les petits mix, c'est parce que ça marche bien et que, pareil, on mange, on se doit de faire du bien à son corps. Donc, celui qu'on voit là, il est au quoi, ce bokit? Alors, on est sur une pâte curcuma. Oui. Et on est, alors de mémoire, c'est un bœuf champignon avec un mix de laitue, chou, tomate. C'est drôle manger un bokit comme ça, moi. Oui. Alors là, pas du tout, parce que l'idée, c'est qu'on est vraiment venu structurer à l'aide des crudités sur une base d'une pâte légère, fine. On va structurer avec les crudités, parce que forcément, c'est ce qui va ramener la satiété. Et après, vous allez avoir les protéines. Mais comment tenir un bokit comme ça pour le manger? C'est ça le problème. Mais on l'emballe. Parce qu'il est gigantesque. On l'emballe. Tout a été pensé pour que, justement, vous ayez un confort gustatif et que vous ne perdiez rien du tout. Donc, vous allez avoir il ne se ferme pas quand même, il ne se ferme pas ce bokit. Bien sûr qu'il se ferme. Nous l'avons vu précédemment, où il se retrouve dans sa petite pochette, bien emballé et bien fermé. D'accord. C'est un cadeau. On peut mettre du piment dedans pour savourer un peu davantage? Bien sûr, on peut mettre du piment. Alors, on propose différentes sauces. On va proposer des sauces moutarde-miel, mayo curry, de la sauce créole, bien évidemment. C'est vrai qu'on ne va pas retrouver de ketchup, pas de mayo. Voilà, mais on aura d'autres sauces maison qui seront travaillées, qui nous permettront justement de mettre en valeur notre bokit. Il y a des bokits végétariens? Bien sûr. Aussi? Mais bien sûr. Mais attends, on est toutes qualités bokits. Mais l'idée, c'est vraiment de penser à tout le monde et de proposer, parce que nous sommes tous nous avons un régime alimentaire qui est différent pour tout un chacun, et c'est dommage d'oublier les végétariens. Donc, qu'on soit végétalien ou encore végétarien, on a du choix. Parce que, comme je vous ai dit, on a un large choix de crudités. Vous allez avoir une herbe du jour qui va varier. On peut être sur de la nette, on peut être sur de la menthe, du persil ou encore cive, où on va ramener des saveurs. Vous allez retrouver des raisins secs. Des bokits de raisins secs? Bien sûr. La preuve, on le voit en image. Vous pouvez mettre un petit peu d'ananas, mais comme c'est du sur-mesure. Donc, vous faites en fonction de ce que vous aimez. Et une gamme de champignons qui vont être sautés pour les végétariens. Alors, je vais poser un bokit qui n'existe pas encore. Bokit au pickles. Alors, bokit au pickles, j'aime bien. Ça fait partie d'Indonomix. Comme je dis souvent, c'est pas du pickles, c'est un mix de chou-carotte. Parce que le pickles, c'est une base qui va ramener de la texture. C'est compliqué, le pickles, oui. Donc voilà, qui va ramener de la texture. Le pickles, il est mariné. On va avoir tout un travail où il va être mariné. Nous, on travaille des crudités sans marinade. Vous allez ramener la sauce par la suite. Mais on va travailler des bases qui vont rappeler un peu les produits qu'on connaît et qui vont ramener de la texture et du corps. Donc ça veut dire qu'il y a des bokits sucrés? Bien évidemment. Mais Bokit Center. Bokit Center, non. Oui. C'est-à-dire qu'on a développé une gamme de bokits qu'on appelle les bokits déstructurés. Donc, où déjà, vous avez en version salée. Donc, c'est servi dans une box où vous avez un mélange de crudités, une garniture au choix. Ça peut être des champignons pour les végétariens ou encore du poulet. Du poulet mariné curry, puisqu'on fait différentes marinades, de l'agneau. Et à côté, vous avez un mélange de sticks, les sticks du jour. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours la pâte classique et à côté, soit une pâte charbon, soit des sticks à pâte curcuma ou encore complète.
et on finit avec une petite coupe de sauce. Vous me donnez faim, Nike. Alors, où est-ce que vous avez passé votre diplôme de Bokit? Mon diplôme de Bokit? Oui, votre licence ou votre master de Bokit? Écoutez, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'évolue dans le milieu depuis toute jeune, parce que ma mère avait une roulotte. Donc, j'ai beaucoup d'années de pratique. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu mis le Bokit à ma sauce. Vous êtes né avec un Bokit sur la tête, quoi, pratiquement. Bon, je ne dirais pas ça, mais je dirais que de la naissance au marché, je suis née avec les fruits et les légumes, en tout cas. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, comme on dit, in vivo, vraiment en live, quoi. Oui, je connais et je pratique depuis un certain temps. Alors c'est vrai que, vous voyez, initialement, comme j'aime dire souvent, c'est drôle parce que c'est un peu le Bokit qui m'a choisi. J'ai mis le Bokit aussi à ma sauce parce que je suis une gourmande. Et que moi, manger, quand on mange, je me dis, c'est un moment de plaisir, on veut se faire plaisir. Oui. Et que, quand j'ai mangé le Bokit, je ne suis pas obligée de me dire, je me sens lourde ou autre. Alors, quand je termine là à 14 h, quel type de Bokit il me faudrait pour me redonner un petit peu de force? Alors, aujourd'hui, on est parti, on a de la dorade aujourd'hui. Donc, je pense que partir sur un côté mer, se faire plaisir. En plus, c'est la période, on est en carême. On serait parti sur un petit mix. Moi, je partirais sur un mix laitue, chou, tomate avec quelques carottes, quelques feuilles de menthe. Et si vous voulez contraster un petit peu, on rajoute quelques raisins secs et on finit avec de la dorade. Vous êtes ouvert tous les jours? Nous sommes ouverts tous les jours. À partir de quelle heure? Alors, très très bonne question, parce que c'est vrai que c'est une année d'instabilité où les horaires n'ont pas accepté. Voilà. Midi, alors midi 15h. C'est-à-dire en ce moment-là, le center est déjà pratiquement ouvert. Mais le center est déjà ouvert. Oui. Le center est déjà ouvert, parce que j'ai la chance d'avoir une super équipe. Oui. Et donc voilà, on vit plein d'aventures. Depuis un an, on rencontre plein de monde, on vit plein de choses. Et donc, vous pouvez nous retrouver de midi à 15h et de 18h à 22h. Exactement où? Au Morne-Verguin, juste à côté de l'instant discothèque. À côté de l'instant Bokit, voilà. C'est ça. En tout cas, on est bien content de vous avoir reçu. On viendra visiter votre Bokit Center et goûter vos Bokit Gold, le Gold Bokit. Très bien. Et les Bokits sucrés. Donc, on voit des images du lieu, ça a l'air intéressant. Et puis, c'est une production 100% Guada. Hein. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé de mettre le Bokit en valeur. C'est bien. Lui créer un cadre. Ouais. Lui donner un cadre et l'emmener je ne sais pas où. Caribbean Street Food. Voilà, c'est ça, on est sur des street food. Oui, Ibo Kit. Très bien. Merci en tout cas d'être venu. On va entrer en direct. Est-ce qu'on est déjà en webinaire? C'est déjà possible? Pas encore? Donc on va prendre un petit sujet d'actualité d'abord, la réaction de M. Maes hier soir suite à son élection, sa réélection à Capesterre de Marie-Galante, et puis on va partir en webinaire tout à l'heure pour rencontrer M. Gilles Dikosa qui nous attend déjà tout de suite. Permets-moi de remercier encore une nouvelle fois la population qui nous a fait confiance. La population qui nous a fait confiance, c'est important pour réussir et Capesterre ensemble. Et je dis toujours, Capesterre ensemble, c'est pas M. Maes, c'est vous tous, c'est nous qui avons travaillé, c'est les sympathisants, c'est la population qui nous a donné cette belle victoire. Vous imaginez pas un seul instant, de 8 voix, on est passé à 647 voix. Quelle belle victoire! Alors, il faut croire que M. Maes a conquis les foules de Capesterre, puisque au premier tour de l'année dernière, Mme Betty Bessry était arrivée à quelques points de M. Maes. L'élection a été annulée et cette fois-ci, il a pratiquement fait le plein puisque plus de 590 voix de différence. Autre proclamation de résultats, c'était au Lamentin où José Toribio, Renette Julliard, mais aussi Jocelyne Apouti, Mme Abela et M. Boucard étaient en lice. Et en fin de compte, le résultat est tombé hier soir. Jocelyne Apouti conforte son avance. Il a perdu peut-être 3 voix. Monsieur José Toribio a augmenté son score de près de plus de 500 voix. Et Renette Julliard, elle est toujours au même stade.
Est-ce qu'on aura une triangulaire? On le saura dans la semaine. Pour l'instant, on revient très rapidement sur la proclamation des résultats du Lamentaire. José Toribio, 1870 voix, soit 33% des suffrages exprimés. Renette Julliard, 645 voix, soit 11% des suffrages exprimés. Annick Abela, 327 voix, soit 6% des suffrages exprimés. Georges Boucard, 155 voix, soit 3% des suffrages exprimés. Jocelyn Sapoti, 2725 voix, soit 48% des suffrages exprimés. Par conséquent, il y aura un deuxième tour de scrutin parce qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des suffrages exprimés plus 1. Il y aura un second tour de scrutin, donc le 20 mars 2022. Voilà, rendez-vous donc dimanche prochain pour la suite et la fin de ce match, on peut dire, qui sera peut-être un match en triangulaire à 3, on verra, entre Jocelyn Sapoti, peut-être Renette Julliard et aussi, bien sûr, José Toribio. Alors la question qui va se poser, qui ira vers qui? Parce qu'il y a encore 3 autres candidats qui n'ont pas fait les 5% nécessaires. Si Mme Abela fait les 5%, alors qui va se rallier? C'est le jeu des alliances qui donnera le résultat dimanche prochain. Certains pensent que M. Toribio ne sera pas de la partie, d'autres pensent que c'est Jocelyn Sapoti qui risque de gagner. Nous, que ça dimanche prochain. En tout cas, ils seront probablement dans les émissions politiques de notre chaîne. Alors, on part tout de suite en direction de Gilles Elie Kozak, qui est réalisateur d'un film qui s'appelle Zépon. Gilles Elie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vous avoue, je n'ai pas encore vu le film. Alors, donnez-moi envie de voir ce film qui s'appelle Zépon. Zépon, en fait, on peut le résumer d'une phrase. À la suite d'un pari, un homme joue sa fille sur un combat de coq. Oui. Alors voilà, ça se passe aux Antilles aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire pour vous donner envie? C'est un chouette film. Oui. Allez-y. Parce que, bon, on se souvient des grenades, de ce que vous avez fait avec les grenades il y a quelques années de ça. Oui, Ma Grenaille et moi, Étoile, Outre-mer, Outre-tombe, Nous y voir un peu les sans payer. Effectivement, voilà, c'est mon premier long métrage de fiction. Avant, j'ai fait des documentaires que vous avez peut-être vus. Voilà, alors pour ceux qui les ont appréciés, sachez que c'est fait un peu dans le même esprit. En fait, il y a de l'humour, il y a un peu de légèreté, mais on parle quand même en fait de choses sérieuses parce qu'à travers cette histoire, c'est quand même aussi l'évocation en fait des rapports, enfin plutôt comment des enfants, en tout cas des descendants, peuvent s'émanciper par rapport à des ascendants un petit peu forts. Et donc, quand on fait un film comme Zépon, avec un titre en créole, parce que bon, vous êtes encore dans la sphère de la francophonie, comment ça va se passer en France? Vous avez chaque fois expliqué, on Zépon, c'est cri bagaille, etc., c'est qui comment vous ferez? Oui, et puis voilà. Et dans le film, en fait, il y a du créole. Il y a quelques petites surprises, je ne vais pas tout vous raconter, mais par exemple, voilà, j'ai tenu à ce que en fait le créole soit présent, et c'est du créole en fait qui n'est pas sous-titré parce que pour moi en fait c'est essentiel en tout cas en fait à la musique en tout cas du film. Et puis je travaille aussi avec voilà mon passé de documentariste et voilà, même si l'histoire elle lorgne un petit peu du côté du conte, ça s'appuie sur une base réelle, donc ça se passe en fait dans l'univers effectivement des combats de coq. Ça, voilà, le cadre en fait c'est ça, mais ça dépasse en fait ce cadre-là. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est un film régionaliste quand même, c'est un film ouvert sur le monde, votre film. Absolument, oui. Alors, voilà, c'est un film qui a été tourné aux Antilles, les acteurs sont antillais, la majorité de l'équipe est antillaise, en fait, j'y tenais, mais c'est un film, en fait, qui parle, en fait, qui s'adresse à l'universel. Donc, il est d'abord, en fait, sorti et en Martinique et en Guadeloupe, il va sortir à Paris au début du mois d'avril, et j'ai hâte comme ça, en fait, de rencontrer d'autres types de publics. Voilà, je m'appuie un petit peu sur l'expérience que j'ai eue sur les films précédents, alors qui sont effectivement en fait,
c'est des films, bah oui, Magrena et moi, c'était la Guadeloupe, Outre-mer, Outre-tombe, Guadeloupe, Martinique, Étoiles, enfin, des gens comme ça, mais j'ai pu voir, en tout cas, en fait, j'ai pu voir que je dépassais en fait ce cadre-là. En tout cas, voilà, moi, je fais pas de film pour les Antilles. Je raconte des histoires qui se passent aux Antilles. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Combien de temps vous avez pris pour réaliser ce film? Parce que un documentaire, disons, c'est pas plus simple, mais en fait, ça va un peu plus vite, mais un film avec de fiction, avec une histoire, scénario et tout ça, ça prend du temps. Je parle même pas de l'argent, mais du temps. Combien de temps vous avez pris? C'est un peu compliqué à répondre. Voilà. En fait, il y avait une première mouture de ces scénarios qui avait été écrite il y a pas mal de temps. C'est un scénario que j'ai travaillé avec mon frère et le film était rentré une première fois en production et s'est arrêté parce qu'on ne trouvait pas de débouché. Et en fait, ça a redémarré il y a à peu près 5 ans. Il y a à peu près 5 ans avec la rencontre en fait d'un producteur voilà, qui a décidé voilà, de se lancer dans l'aventure. Donc, on a réécrit et puis ensuite, c'est des problèmes des histoires de production. Donc, sur l'écriture, en fait, comme il y a eu cette espèce de trou, c'est un peu compliqué à dire, mais je dirais que monter la prod, ça a pris 3 ans. Alors, c'est long. C'est long parce que en fait, c'est une proposition en fait, de film qui n'a pas forcément fenêtre tout de suite ouverte parce que voilà, on parle on parle de régions dont on parle rarement, d'acteurs qu'on voit rarement, et puis voilà, même si j'ai une toute petite notoriété en fait avec les documentaires, bah, ça reste en fait un premier long métrage de fiction. Alors, en ce qui concerne les acteurs, la direction d'acteurs, parce que quand on fait un documentaire, on est son propre chef, on filme les autres, mais là, vous êtes avec des acteurs, je ne sais pas s'ils sont professionnels, vous allez nous dire comment ça s'est passé. Oui, en fait, la majorité des acteurs sont professionnels. En fait, ça tourne autour de 6 personnages qui sont incarnés par Soé Montieu, par Vincent Vermignon, Christophe Rangoli, Jocelyne Berroir, José Palma, Éric Delors, Ryan François Eugène, qui est un petit garçon, et puis il y a Daniel Francis, Jean-Claude Duverger, en fait. Voilà, donc... vous savez quoi, en fait, ça m'a assez étonné, mais en fait, faire des documentaires, j'étais moins stressé, en tout cas, en faisant cette fiction qu'en faisant les documentaires. Oui, parce qu'en fait, la fiction, en fait, les choses sont écrites. Voilà, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de surprise. Enfin, oui, on répond en fait aux événements, à des imprévus, mais en tout cas, voilà, il y a un texte, il y a une histoire en fait qu'on déroule, et même au niveau du montage, en fait, il y a un canevas qu'on suit, et c'est tout simple. Et voilà, alors que documentaire, ben voilà, on a une idée, on va rencontrer des gens, on fait des interviews, mais bon, alors moi je prépare mes interviews avant, mais il y a toujours une part d'imprévu. On ne sait pas si les gens ils vont exactement dire ce qu'on s'attend à ce qu'on aimerait qu'ils disent ou des choses comme ça. Alors on s'adapte, et puis voilà. Et le montage aussi est un petit peu, enfin surtout que moi en fait dans mon style d'écriture, je n'utilise pas de commentaires et de voix off. Donc mon histoire elle avance avec la parole des gens. Donc je jongle en permanence entre une dizaine d'interviews pour faire avancer mon histoire. Alors que là en fait j'avais un canevas que j'avais écrit, et voilà, c'était en tout cas le montage a été j'ai trouvé plus simple. Et la grande inconnue pour moi, c'était effectivement en fait la direction d'acteurs. Mais maintenant, voilà, j'ai travaillé avec des gens, en fait, des acteurs en fait formidables. Puis aussi, en fait, le travail s'est fait au casting, c'est-à-dire qu'au casting, bah, j'ai cherché des gens qui ressemblaient à mes personnages, et je crois que je les ai trouvés. Puis avant, il y a aussi un travail de préparation, il y a un travail de lecture. On se met d'accord sur des choses. Vous avez dit que le film va être projeté en France. Bon, je posais tout à l'heure la question Zépon. Vous allez traduire le titre en éperon, ou bien vous laisserez Zépon en expliquant? Non, ça reste Zépon. Je pense que les gens comprendront en voyant le film. Et voilà, enfin, pour rester dans les aides, Zorro, il n'y a pas grand monde qui sait que ça veut dire renard en espagnol. Hein. Non, mais c'est une belle chose. Alors, mais le problème quand même pour les films antillais, d'une manière générale en France, c'est la distribution. Comment ça va s'organiser? Je suis à fond dans ce problème-là. Et voilà, et vous avez dit le mot, en fait, c'est un problème. Voilà, en fait, c'est un film qui, en amont, n'a pas de distributeur, n'était pas accolé à une chaîne.
voilà, moi j'avais fait le pari que faisons le film et une fois que les gens verront en fait le produit, parce que parfois en fait le problème des décisionnaires en fait dans ce milieu-là, c'est peut-être parfois le manque d'imagination, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent devant une histoire en fait d'une région qu'ils ne connaissent pas forcément avec des acteurs qu'ils ne connaissent pas, en fait voilà, ça peut être dur en fait de s'engager, de dire voilà, je vais mettre des sous, je vais investir dans ce projet. Donc voilà, maintenant le film est fait. On essaye enfin pas on essaye, en fait on le fait, mais c'est pas évident, effectivement, c'est des sorties comme ça au coup par coup. Donc après les Antilles, c'est Paris. Là, en fait, on est vraiment en fait à fond dans ce travail de recherche, d'aller intéresser en fait des salles un petit peu partout. Alors un petit peu partout dans les régions françaises. Et puis on va continuer aussi le travail en outre-mer, c'est-à-dire que je veux évidemment que ce film il soit vu à La Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, etc., etc. Et puis dans toutes les régions de France continentale. Une dernière question, est-ce qu'il y aura une version caribéenne de ce film? C'est-à-dire que, bon, on peut le voir en Haïti parce qu'on comprend à peu près notre créole, mais dans les îles anglophones de la Caraïbe, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui. Le film est déjà sous-titré en anglais puisque, voilà, parallèlement, en fait, il vit sa vie dans les festivals. Il a fait quelques festivals anglo-saxons, en fait, sur le continent nord-américain. Donc voilà, on est vraiment au début de la carrière du film. Et donc voilà, moi j'ai un grand plaisir parce que ça fait à peu près un mois, puisqu'effectivement il est sorti le 11 février en Martinique, il est sorti depuis vendredi dernier en Guadeloupe, et je commence à avoir le retour du public et je suis aux anges. Alors c'est vrai que le contexte n'aide pas beaucoup. Vraiment, en fait, je fais vraiment un appel en fait aux gens, mais enfin en tout cas, s'ils veulent en tout cas aider le cinéma antillais, faire en sorte que ça grossisse, aller au cinéma. Alors, c'est vrai que, avec cette histoire de passe sanitaire, etc., c'est pas vraiment, en fait, la meilleure période. Mais en gros, voilà, c'est très important que le public, et que c'est pas simplement le public antillais, en fait, que le public aille au cinéma la première semaine, parce que c'est un indicateur, en tout cas pour les exploitants de salles. En fait, ils voient que le film marche et du coup, ils le prolongent. Et voilà. Donc, allez-y. Eh bien, Gilles Elie, merci en tout cas de nous inviter à voir ce film. Zépon, je rappelle, déjà au cinéma en Martinique, déjà au cinéma en Guadeloupe. Et puis, au Ciné-Star en Guadeloupe, et je crois qu'il sera bientôt au Moule. Oui, on fera l'effort, on le verra. Voilà, merci Gilles Elie Kozak, et à bientôt. Dans un instant, on va entrer en contact avec Younous Omarji, mais avant, on prend une première pause et on se retrouve dans un instant. C'est parti. Voilà, il est exactement 13h05. Je vous l'ai dit, on allait recevoir Younous Omarji. C'est un eurodéputé de la France Insoumise. Il est président de la commission en régie. Il est membre dirigeant aussi de la France Insoumise. Et il est avec nous par Zoom. Younous Omarji, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez, la première question que je vais vous poser, on a reçu ici M. Mélenchon et beaucoup de Guadeloupéens vous attendaient. Vous n'êtes pas venu, pourquoi ? Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, il était chez vous il n'y a pas très longtemps. Jean-Luc Mélenchon est venu en Guadeloupe. Pour ce qui me concerne, vous savez, vous l'avez rappelé, je suis président de la commission du développement régional et malheureusement, je ne fais pas ce que je veux. Je suis soumis à un agenda qui est très contraignant et je suis assigné à résidence ici à Bruxelles pour le moment. Vous libérer. Alors, autre chose, globalement, aujourd'hui, quel est le dernier chiffre de sondage pour votre candidat au présidentiel? Parce que ça fluctue d'un jour à l'autre. Oui, le dernier sondage paru aujourd'hui, je parle sous votre contrôle parce que vous êtes plus informé que moi, nous sommes à 13% en légère progression, c'est-à-dire que la dynamique qui était enclenchée se poursuit, avec un tassement, même une régression de Marine Le Pen. Donc nous sommes en réalité aux portes du second tour. Et le second tour est possible. Il est à portée à présent de nos efforts. Et nos efforts se poursuivent, ils seront amplifiés ce week-end avec la grande marche que nous organisons à Paris. Alors, l'autre question, elle est plus politique, elle ne va peut-être pas vous surprendre. Quel est, pour ce que nous appelons ici les dernières colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, le programme de Mélenchon? Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il propose aux gens de ces colonies? Vous avez lu, et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à le faire, le programme L'Avenir en commun,
qui, par rapport aux autres programmes, marque une rupture fondamentale dans l'approche de ce qu'on appelle les Outre-mer. En résumé, ce que nous disons premièrement, c'est que, et c'est un député européen qui vous le dit, c'est que les Outre-mer ne sont pas à l'ultra-périphérie du monde et de l'Europe. Tout au contraire, nous sommes au cœur du monde. Et le cœur, c'est là où nous vivons. Et on ne peut pas considérer que nous sommes à l'ultra-périphérie. Il y a là une remise en cause qui est importante parce que c'est à partir de nous, de nos besoins, que nous devons élaborer nos propositions. Vous savez, ce qui a tué les Outre-mer, c'est que nous avons été, jusqu'à maintenant, je le crois, instrumentalisés au bénéfice d'intérêts extérieurs. Et nous le voyons bien d'ailleurs dans les politiques européennes, où nos îles sont instrumentalisées pour les intérêts dans le domaine de la pêche, par exemple, des flottes industrielles européennes ou internationales. C'est vrai également concernant les accords de libre-échange. Eh bien, nous voulons inverser cela. Et inverser cela, c'est partir de nos besoins et déterminer un certain nombre de priorités. Toutes les priorités qui, dans le programme, concernent les Outre-mer, tournent autour d'une idée simple, c'est la clé de tout, c'est l'autonomie. L'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie d'une certaine manière de penser et l'autonomie politique, si on peut résumer par un terme. Donc, tout déterminé par rapport à nos besoins. Et je crois que ça ouvre un champ pour le développement qui est totalement nouveau. Et puis, bien sûr, il y a le constat de l'abandon des Outre-mer, plus marqué encore que sur le reste du continent, dans les services publics. Nous devons corriger cela par un investissement massif, évidemment, partout là où il y a des défaillances, en particulier dans l'éducation et la santé. Et puis, nous avons mis l'accent pour la Guadeloupe en particulier sur la question de l'eau. Vous savez, je rappelle toujours ici au Parlement européen que les régions d'outre-mer françaises, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, sont les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne, alors que la France est la deuxième puissance économique de l'Union. Je crois que ce n'est pas à l'honneur de la France et qu'en réalité, c'est une honte pour la République. Et cela se traduit par l'abandon des populations ultramarines par rapport à des besoins primaires comme celui de l'accès à l'eau potable. J'ai une vision ici, qui est une vision européenne. Et je remarque qu'en réalité, les Outre-mer sont un peu, en tout cas des citoyens ultramarins, sont un peu traités de la même manière que ce qu'on appelle les communautés marginalisées en Europe. En réalité, nous sommes un peu traités comme les Roms par les Bulgares, les Slovaques ou les Roumains. Nous sommes les Roms de la République. Alors, je ne sais pas si vous le savez, la situation est particulièrement tendue en ce moment en Corse et le gouvernement envoie Darmanin négocier avec les Corses. Ça signifie que même les Corses aujourd'hui veulent sortir d'une certaine manière de la République française. Donc vous comprenez la nécessité qu'il y a pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, etc., ceux que j'appelle les colonisés, de sortir de la République française. Comment la France insoumise, vous analyser cette question? Je ne sais pas s'il y a une volonté du côté des Guadeloupéens de sortir de la République française. Ce que je note, c'est qu'il y a au contraire une demande très forte de l'État et une demande d'égalité et de respect. Et la demande d'égalité est la promesse qui a été faite au moment de la départementalisation et de la loi de 1946. Et en réalité, cette égalité réelle, elle n'est pas encore aujourd'hui réalisée. La deuxième chose, puisque vous avez parlé de la Corse, je crois qu'il y a un traitement, et c'est l'objet des discussions que j'ai eues aussi avec le président Simeoni, il y a un traitement aujourd'hui assez identique entre la manière dont les Outre-mer sont traités
et la manière dont la Corse est traitée, avec toujours ce traitement colonial par la République, par l'État, avec une violence dans la manière dont on envisage les relations avec les représentants de ces différentes régions, de ces différents États. Il faut que la France sorte de cette manière de faire et ne joue pas sur l'aggravation permanente des tensions et une forme d'irrespect en réalité des représentants et des citoyens de la Corse et des Outre-mer. Donc il y a une rupture à opérer et nous opérerons cette rupture. Vous avez noté que Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu les élections présidentielles pour mettre la question des Outre-mer au cœur même des questions, au cœur même de notre action. Et cela a été le cas pendant les 5 années à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas attendu les élections pour proposer une commission d'enquête sur l'eau, en particulier après ce qui s'est passé, compte tenu de la situation en Guadeloupe, pour prendre aussi des initiatives sur le chlordécone. J'avais été le premier à réclamer au président de la République un plan d'urgence sur ce scandale qui est celui du chlordécone. Et avec les membres de la France Insoumise, membres de la commission pesticides au Parlement européen, j'avais demandé, s'agissant du chlordécone, que des mesures d'enquête soient mises en œuvre au niveau du Parlement européen. Donc il y a une réelle préoccupation de notre côté concernant les Outre-mer qui n'attendent pas les élections présidentielles. Vous savez, vous avez vu beaucoup de candidats venir chez vous, mais c'est toujours la même chose. Ils viennent chercher les voix des ultramarins et puis ensuite ils repartent et ils n'appliquent pas les promesses qui ont été faites pendant la campagne. Alors, je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer, mais quand vous avez su que Maxette Pioubakas, que vous connaissez bien, puisqu'elle a voté cette fameuse loi, refusé de voter cette fameuse loi sur l'esclavage, quand elle est passée des RN chez Zemmour, comment vous avez réagi personnellement? Vous avez souri ou vous avez pleuré? Disons que c'est plutôt consternant. Mais d'une certaine manière, elle reste en cohérence avec elle-même. Bon, puisque passer de Marine Le Pen à Zemmour, je ne suis pas certain qu'on puisse voir là un saut qualitatif. Mais si on peut revenir en 2 mots sur cette affaire, je crois que c'est un peu triste en réalité qu'une élue des Outre-mer ne vote pas cette disposition historique qui veut que le Parlement européen reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Je crois que c'est un peu incompréhensible et elle pourra avancer toutes les arguties, tous les arguments qu'elle souhaite. Reste ce vote qui est une tâche en réalité sur le mandat de cette députée. Bon, alors, vous disiez tout à l'heure que probablement, peut-être que votre candidat, Jean-Luc Mélenchon... Je veux rappeler, oui, mais vous le savez, tous les membres du Rassemblement national n'ont pas voté ma proposition. Et tous ceux qui ont quitté le Rassemblement national, qui ont rejoint Reconquête, également. Et je crois qu'il faut s'en souvenir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à la fin, ce sont les actes qui restent. Et ça vous a surpris, étonné, la défaite, entre guillemets, de Mme Taubira? Non, il n'y a pas de défaite. Bon, je crois qu'il faut être respectueux des démarches des uns et des autres. Christiane Taubira souhaitait s'engager dans la campagne des présidentielles. C'est une démarche tout à fait respectable. Elle n'est pas allée au bout pour les raisons que vous savez, mais je crois que Christiane Taubira a des choses à dire et qu'on l'écoute toujours de manière très, très attentive. Donc, vous n'entendrez pas de moi un seul mot critique sur Christiane Taubira. Je connais ses combats depuis des décennies pour les Outre-mer lorsqu'elle a été députée à l'Assemblée nationale.
puis lors de ses engagements ministériels, elle a toujours été présente et je crois qu'elle continuera à l'être, au moins pour les Outre-mer. C'est l'avant-dernière question. J'ai fait le total des parrainages à La Réunion. Vous battez largement la Guadeloupe et la Martinique. C'est parce que vous n'êtes pas venu en Guadeloupe ou c'est parce que vous êtes plus souvent à La Réunion? Mais je pense que les parrainages que nous avons obtenus en Guadeloupe sont d'une très grande valeur. J'en profite d'ailleurs pour remercier les élus qui nous ont accordé ce parrainage, qui ne vaut pas soutien, mais pour beaucoup d'entre eux, ça vaut soutien. Je veux aussi vous dire que si je ne peux pas être présent physiquement en Guadeloupe, Mathilde Panot sera présente en Guadeloupe à la fin du mois. C'est une info que je vous donne en scoop, vu qu'elle vient à l'instant d'ailleurs de m'envoyer un message pour me dire qu'elle sera en Guadeloupe du 23 au 28 mars et qu'elle fera sans doute une réunion publique le 25 mars. J'aurais pu, si mon emploi du temps me le permettait, l'accompagner. Malheureusement, je ne peux pas, mais les Guadeloupéens savent combien Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale, a été extrêmement vaillante, parfois contre tous, pour défendre les intérêts de la Guadeloupe, aussi bien que les élus ultramarins l'auraient fait eux-mêmes. Alors, comme on dit dans les campagnes présidentielles à la télévision, ça va être votre dernier mot. Quel est le message que vous adressez aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et même à ceux qui sont en France, parce qu'on nous voit aussi en France en ce moment. Quel est le message que vous leur adressez en tant que LFI? Je leur dis, en tant que LFI et en tant que frère des Outre-mer, tenez bon, continuez à ne pas baisser la tête et restez tels que vous êtes, des insoumis, parce qu'en réalité, tous les ultramarins, je crois, par définition, par leur culture, par leur histoire, sont des insoumis. Bien, je vous remercie Younous Omarjee et puis je vous souhaite bonne campagne. Il est 13h20, on revient à l'actualité de la Guadeloupe. C'était ce week-end le trophée des chefs d'entreprise. Il y avait un ministre français présent, je vais parler d'Isabelle Moreno, World Trade Center, mais elle a fait le tour des chefs d'entreprise de la Guadeloupe qu'elle a rencontrés. La WTC, il y avait 7 manifestations organisées par la CCIG. Reportage Olivier Mouradel, on regarde. C'est une soirée que je vis toujours bien. Comme je dis, j'ai eu l'idée de faire cette soirée depuis 2020 parce que je me disais qu'on avait des femmes chefs d'entreprise en Guadeloupe qui faisaient des choses extraordinaires et ces femmes-là n'étaient pas mises en valeur, ces femmes-là n'étaient pas mises en avant. Je dis que la femme chef d'entreprise a besoin qu'on parle d'elle d'une autre manière, a besoin qu'on la voie avec d'autres yeux, a besoin qu'on la mette en valeur, a besoin qu'on fasse créer en cette femme son estime et lui dire que tu peux faire. Notre plus jeune récipiendaire avait 29 ans, et la doyenne 80 ans. Je me sens pleinement honorée, je suis fière qu'on reconnaisse mon travail, que mes pairs voient tout le travail que j'ai abattu de mon jeune âge. Et pour moi, c'est juste une fierté d'être une femme, d'être jeune et de pouvoir aussi rayonner comme ça dans le monde, dans le tissu économique guadeloupéen. Je suis vraiment très honorée de cette reconnaissance qui nous a été faite parce que nous sommes plusieurs récipiendaires et je suis vraiment très honorée de la mise en lumière qui est faite des femmes chefs d'entreprise, de ces combattantes, de ces Amazones du quotidien dont on parle si peu quelquefois mais vraiment qui méritent d'être mises en lumière. Vraiment, je suis vraiment très reconnaissante. Les femmes que nous avons primées ce soir seront même seront même des exemples, des modèles pour inciter d'autres femmes à se lancer dans l'entreprise. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en vos rêves. Et je crois que si nous, ce soir, pouvons servir de relais positif, pour moi, c'est une immense victoire, en fait. Montrer à la jeune génération, oui, qu'il est tout à fait possible d'allier la vie de famille, la vie privée, avec une vie de chef d'entreprise, avec tous les combats, puis avec tout ce côté exaltant, en fait, que revêt la vie de femme chef d'entreprise. Donc, allez-y surtout, lancez-vous et croyez en vous.
Voilà, il est 13h22. Encore un petit tour du côté des femmes, mais cette fois-ci, ce sont les grands-mères qui étaient au MAC ce week-end. Il y avait une grande fiesta, on peut le dire comme ça, avec le CAC, le MAC, Patouré, en fait, tout ton paquet, madame, t'es qu'à danser. Et moi, j'y pontais là aussi. Enfin bref, t'es ni bon musique, t'es ni bon danser. Et ça aussi, c'est un aspect de la culture nationale. Ça mérite un coup d'œil. Olivier Mouradel était sur place. Le MACT est en chantier, c'est un chantier intellectuel et culturel qu'on a entamé en décembre à la réouverture du MACT et on s'inscrit dans le nouveau projet qu'on va installer au MACT, s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait et l'Académie du Cas est un partenaire de longue date du MACT. Donc ce dimanche au commandement, c'était d'abord la fête des grands-mères en 2017, puis en 2020 et là c'est la 3e édition en 2022. L'édition réussie, surtout la dernière édition était en 2020 et cette édition nous avons eu de nouvelles collaborations parce que le projet a été écrit avec un autre objectif, l'objectif de la collaboration avec d'autres artistes, l'objectif du lionnage avec les artistes en résistance. Et cette année, en dimanche au commandement, avait une connotation symbolique. Parce que nous sommes partis du Centre des Arts, du CAC, Kui Akilti, et nous avons fait un pont jusqu'au Memorial Act, qui est un lieu symbolique, un lieu de mémoire, un lieu de résistance, un lieu de résilience. Et cette année, en dimanche au commandement, s'inscrit véritablement dans le lionnage, mais surtout dans la résistance. Il était normal, important, essentiel, incontournable que nous soyons là aujourd'hui. Avec l'Académie du Cas, avec Amojaka, nous formons un lionnage pour que la tradition perdure. Donc la tradition culinaire va avec la tradition du costume, va avec la danse, va avec la musique et va avec tout ce qui fait notre identité culturelle, notre identité guadeloupéenne. C'est vraiment la nouvelle aussi façon de travailler du MACT, en fait, une façon beaucoup plus partenariale pour que nous puissions construire ensemble un MACT qui nous ressemble. Mais c'était fait à l'imami, mais pas un qui m'a mis qui était là, on l'a bel monde. En tout cas, un petit tour avant de rejoindre Julo tout à l'heure, c'est la visite du terrain du président de région sur la question de l'emploi, de la formation. Nous sommes en période préélectorale, bien sûr, tout est permis. On regarde un peu ce reportage de Jeff Taylor et de Nicolas Hachi. On va vous suivre, déjà, on va faire une petite visite d'abord, voir un peu ce qu'on fait. C'est la seule entreprise qui traite les métaux en Guadeloupe, qui se sont battus, qui se battent depuis des années déjà. Et je me rappelle quand ils ont commencé, ils étaient 3. Et j'ai vu que vous êtes à une quarantaine d'employés aujourd'hui. Ouais. Et les 3 avec qui nous allons signer, mais surtout, grâce aux 3 que nous avons accompagnés, il y a un 4e qui est recruté aussi par l'entreprise. SNR aujourd'hui est en pleine progression puisque nous avons de plus en plus de déchets à traiter et donc nous sommes enchantés d'avoir bénéficié de ce coup de main de la région, de cette aide, car ça nous permet de prendre des jeunes au début vraiment de leur carrière et ça nous permet également de les former au maniement des machines et les former à l'entretien et à la réparation des machines, ce qui est également très important. Donc aujourd'hui on remercie la région Guadeloupe de nous aider et puis on espère que tout se passera bien et que d'ici quelques temps on pourra encore bénéficier de ce dispositif sur d'autres emplois encore. C'est plus de 480 jeunes que nous avons déjà placés dans les entreprises qui travaillent, 300 entreprises accompagnées et ce dispositif a été revu aujourd'hui dans le cadre de ce recrutement de 3 jeunes à SNR de manière à soulager encore mieux l'entreprise. Donc c'est une fierté pour nous, c'est le travail du plan Action Jeunesse qui se poursuit sur tout le territoire et nous avons des rencontres prévues avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise pour permettre à un maximum de jeunes de trouver un emploi. Et je le dis souvent, je le répète, rappelez-vous, en 2019, la croissance était de 4% et nous avions eu moins de 6% de chômage. Nous étions les mieux au niveau national. Nous allons poursuivre ce travail dans l'intérêt des jeunes Guadeloupéens. C'est une grande fierté parce que ce n'était pas un domaine que je connaissais et par rapport à mon centre de formation, j'ai pu explorer le monde du déchet et puis trouver ma place.
Comment ça s'est passé avec la région? Comment on vous a appelé? Comment ça s'est passé? Ben alors, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à mon centre de formation, on a envoyé des CV, etc. Et puis c'est de là que l'entreprise SNR m'a appelé. Voilà, 13h27, on prend la deuxième et dernière pause. On se retrouve tout à l'heure dans notre chronique hebdomadaire Idamisso. C'est dans un instant, pas de débrancher. Voilà, il est 13h32 et comme tous les lundis, nous avons rencontré vers Diolo. Alors c'est Idamisso, mais en tout cas, c'est cette expression-là, tellement longtemps nous pas dit. Vous vas-y? Non, bonjour. Ah, Mbote. Mbote, voilà, Mbote. Mbote, Baramo, Mikwaba, Nangadef. Alors, je donne qui vient nous parler. Eh bien, nous, quand ils font l'entour pas bon les 7, puisqu'ils nous jaillent marie galante, nous, quoi, ils désirent, mais nous, quand ils désirent. Nous, désirons. L'entour pays là. Ouais. Et je donne, nous, quand chez étymologie à un bitin qui spécial les 7. Donc, c'est ça, nous, quand il fait jeu de là. C'est parti, 13h33. Alors, c'est nous qui saluons Francky Vincent avec ou sans chapeau, puisque nous avons parlé du salako. Ouais. Alors, origine du terme salako, eh bien, ça nous peut dire, c'est qu'il nous peut tracer en origine africaine à non à chapeau là ça. Ouais. Quand il y a un salako, eh bien, d'après ces historiens-là, eh bien, salako, c'est un chapeau, il voit paraître en fin 19e siècle, les Saintes, terre de bas, hein, et c'est un chapeau Saint-Trois spécial, traditionnel. Il a protégé tête avec soleil là et aussi la pile là, puisqu'il il se bat contre tout chapeau, beau rond, donc il a empêché de la rentrer sur. Et il a dit que c'est des Anamites indo-chinois, hein, c'est des Asiatiques qui ont été menés ici en 1873 par les Saintes. Attends là, ça a tenu en bagne là, et ils ont été condamnés à 50 travaux forcés, puisqu'en fait, c'était des résistants qui étaient qu'à combattre justement le système colonial là, Kazayo, système, et voilà. Et donc, on partit à pas déviré, ils auraient été les Saintes, ils étaient qu'à travailler pour boire et manger. Et donc, quand ils ont ça là, derrière toi là, nous avons qui ont gens qui ont fait ça, et c'est des lampes bambou qui ont taillé bien pointi et ils ont fait rentrer dans ils ont créé ces pointes là, ça piquette, et ils ont fait rentrer dans le quai. Et c'est quai là qui a serré tout ça, et il a serré tout alentour, et c'est ça qui a fait il a fait rond là, et là on marie avec ces codes là aussi, c'est ça qui a fait qu'il a quimbé, c'est ça qui a permis, il prend forme là ça, et c'est ça qui a fait aussi qu'il a resté raide et qu'il a resté solide. Sans qu'à dire là, c'est des informations pour ainsi Wikipédia, mais il faut savoir que l'information là, c'est ça qui est plus important pour nous faire nous comprendre au lambo salako sorti. Et pour qui ont salako. Alors, ni chapeau là, et nous voyons qui ça mène nous en relation avec l'Afrique et l'Égypte. Parce que l'information plus importante là, ça, c'est elles sont jointes autour d'une pièce de bois centrale, ronde, taillée en pointe le cœur. Celles-là sont resserrées et ficelées entre elles par des cercles de bambou appelés cercles. C'est ça qui est plus important. C'est-à-dire qu'il a taillé tout bitin, mais cercle là, c'est qui a semblé tout bitin là, c'est qui a kébé du bout. Alors, on regarde là, nous avons vu ces piquettes là, et en mi-temps, nous avons vu qu'elle a. Qui rôle ça peut jouer, et qui j'en peut comprendre au lamo salako sorti. Eh bien, nous qui parlons dit ça, il a créé l'Alliance éthiopienne. Et ça, c'est pilier à la société politique africaine là. Et c'est une alliance, qu'on a dit en grand français, cathartique, qui veut dire que c'est une alliance où on a pigé, c'est ça nous voyons dans le carnaval là, on a pigé toute la société là, purifié pour consolider l'entente là. Et c'est ça qu'on a vu en basier à autres là. Et qu'on a vu qui figuration à Nil là, qui c'est Api, qui à droite et à gauche c'est même là, eh bien, il y a tous les deux des branches serrées alentour en bitin. Et bien, bitin là, ça, ce que vous voyez, il a sorti, et bien, ce que vous voyez qui, c'est un poumon. Et en haut à poumon là, en pointe là, en haut, ce que vous voyez un monde qui s'isait un bâton, mais en fait, c'est voilà. Et nous avons qui, par exemple, en Wolof, keter, c'est mot pour dire poumon, mais en grec, keter, ça veut dire laver, purger, rincer. Donc, il y a une relation entre les deux avec question alliance là. Et c'est pourquoi, à Kazan, nous avons dit, c'est on l'emmène qu'à laver de l'autre.
Parce que question à de l'eau, c'est question à alliance. Hein? Et donc, mot pour purifier, c'est mot pour dire unité. Donc, racine là, c'est son, puisqu'en Wolof, il y a dit son baigné, en bas, ça, son, c'est la paix. Donc, vous voyez qui la paix là, c'est ça qui a fait qui alliance la Kakembe. Et en soninke, il y a dit salankou, qui est tout près salako. C'est pour qui bitin, puisqu'il est là qu'avinon elle, son mutation phonétique. En bambara, il y a dit salanko, laver, rincer, nettoyer, mais salankouya, c'est l'alliance cathartique. C'est ça qui est modèle africain là. Et il y a dit sangisa, réunir, rassembler en lingala, sangana, s'unir. Sanga, personne. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, ça a tourné alentour à unité là, ça. Et donc, unité là, ça a fait alentour à Kela. Mais Kela, pour moi là, c'est un organe et il même niveau qui voilà, puisque c'est voilà qui a rassemblé tout le bitin. Et vous voyez que racine là pour dire chef là, papa là, et c'est Sango. Et donc, en conclusion, on y Seleka, union mariage, Salankounia, alliance intercartique. Qui va trop vite quand même pour nous. Est-ce que nous pouvons revenir parce que là, on ne peut pas aller vite comme ça. Oui, nous t'avons même remonté Tibouin puis avant parce que là, l'image précédente. Moun qui a suivi nous en direct, pas voilà. Alors, faire un arrêt à chaque image. Hein. Donc là, Zoni, voilà, et c'est voilà qui a fait unité à pays là. Tout bitin qui a tourné à l'entourage. Et donc, mot pour dire salako, c'est mot pour dire unir, c'est mot pour dire sembler, c'est pour dire marrer ensemble. C'est ça qui baille non à chapeau là ça. Même si, ça a posé nous en question, puisque chapeau là, ça quand même il sorti par bord l'Indochine. Et c'est moun à côté là ça qui portait chapeau là, donc qui portait mot là pour nommer là. Mais en même temps, ça a posé question si origine à ces moun ça, puisqu'il nous peut comprendre vers langue à continent là. Quand on s'en l'a coyé, à six questions à alliance cathartique là, alliance éthiopienne là, qui d'autres monde qu'a dit en codification à égyptologie classique, il a créé ça l'alliance éthiopienne, il a créé ça la Sematawi. Mais c'est voilà qui a fait unité là. Est-ce que nous pouvons à ces images suivantes là, tout simplement, hein? Oui, donc vous voyez, Sango, c'est toujours non pour dire père, chef, seigneur, maître, d'accord. Donc c'est qui a fait unité là, puisque c'est qui responsabilité c'est fait de façon pour pays là qu'un rester stable. Oui, vous voulez poser une question. Oui, on t'a poser une question. Ça n'a rien à voir avec Shango haïtien là. Non, ça c'est encore notre bitin, Shango. Ouais. Ça c'est notre bitin. On note. Mais il est presque homophone. Oui, il est presque homophone. Mais il est homophone, mais c'est un autre bitin qui a mené l'idée à Shango. D'accord. Même si il a considéré que divinité là, lui-même son papa qui. Mais oui, c'est son tradition parce que Shango son papa dans la religion haïtienne là, vaudou là. Et donc Zoka voit que Sango, si vous remplacez N là, elles vont elle ou Jani presque Salako puisqu'il G et K, c'est presque même lettre là. Donc, en fait, là, il y a nommé Wala, là, il y a nommé Kela, c'est considéré, il y a nommé Wala, Tala qui a fait unité à pays là. Censé dire qu'il chapeau là, ça, à don sens, il a symbolisé un pays avait unité. Nous déjà vu exemple. Oui, nous déjà vu exemple à ça avec question à Galette de Wala, nous voyons qui ça c'est image à pays là. Nous pouvons aller si image prochaine image là pour nous voir ces mots là. Et pour nous conclure, alors, Zoni, c'est le cas pour union mariage, donc c'est unité à toutes ces piquettes-là. En Bambara, Salankounia, c'est alliance interclanique là, et c'est Adam. On nous fait un morceau d'histoire. Là, il y a parlé dit charte du Kouroukan Fouga, la charte du chasseur mandé, eh bien, c'est Salankounia là, ça qui a supporté ça. C'est Adam cadre ça qui a créé charte là ça. Et ça c'est modèle politique à l'Afrique. Et les Grecs, Romains, tout ça, ils n'ont pas atteint ça. Là, ils ont parlé de démocratie et tout ça. Ils n'ont pas au niveau à ça. Et après, nous n'y en Bambara Salankou, qui veut dire rincer laver, et Salako, qui sont chapeau, eh bien, ces tilates là, ces piquettes là,
réunis alentour en quai. Alors là, c'est pas poumon là, mais il faudrait savoir aussi que poumon et quai, presque du même valet là, Adam pensait à cet en nous. Donc, c'est ça nous peut dire, du cas, finir avec des dernières images là quand même, parce qu'il faut y boot. Oui. Et on peut laisser rouler, hein. Oui. Il boot. Et puis, nous peut dire aussi, si ni des gens qui veulent aller plus loin, ben, avec l'image suivante là, ben, il peut procurer. Ah, pas ni d'autres. Oui, ni d'autres bulletins. Oui. Sagesse oubliée. Voilà, sagesse oubliée. Si vous voulez aller plus loin, et puis comprendre vraiment, penser à cet en nous, Adam, il est facile à lire, il peut chailler de tous côtés, il peut méditer, éveil. Donc, si vous voulez comprendre plus 8 ans, ben, encore recommander les autres livres là, ça. Bon, c'est vrai de ça. Voilà, très important. Le dernier sujet d'actualité, c'est l'événement au niveau à Gauzé, la JSF. Il faut nous planter pour nous manger ça qui est en nous. Effectivement, Janer, nous pas si bateau. Maxime Morella, il veut qu'il ait planté. C'était un week-end là, ça. La JSF, c'est une association qui, même malgré la situation Covid que nous avons essayé de gérer au mieux, nous avons pu quand même maintenir nos activités. Aujourd'hui, nous avons une manifestation, une très très belle manifestation, et je profite d'ores et déjà pour féliciter tout le conseil d'administration de la JSF, avec des membres qui sont très actifs, avec un personnel, puisqu'il y a aussi des salariés à la JSF que je félicite, qui s'est engagé depuis plusieurs années à mettre en place cette manifestation de Nomades Plantes avec comme invité Monsieur Yvon Joseph, qui est un homme très engagé également et qui veut faire du bien à la population du Gosier. Nous sommes dans une période où les gens ont envie de planter, parce qu'en fait, vu la conjoncture, il faut vraiment que chaque personne puisse avoir ses arbres fruitiers à portée de main. Et l'atelier que je vais faire aujourd'hui, c'est des plantations d'arbres fruitiers en pot. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser ce type de concept pour toutes sortes de lieux. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait l'atelier, donc je me suis dit je viens m'enrichir parce qu'en l'an 2022, on voit tout ce qui se passe, il faut se préparer. Se préparer, ça veut dire déjà planter, faire des plantations de patates, faire des plantations d'un petit peu de tout. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas de fruits comme des oranges, comme des mandarines. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est ce qu'ils nous proposent, c'est de pouvoir faire l'acquisition. C'est vrai que c'est un coût peut-être moins que de trouver dans des espaces publics. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons invité la population guadeloupéenne à venir faire l'acquisition de ces plantes. D'une part, des plantes comme des arbres fruitiers, mais aussi des plantes rares que nous ne trouvons pas généralement, en tout cas tous les jours en Guadeloupe, notamment des pommiers de France, des poires de France. Alors certains diront, mais comment je vais faire pour pouvoir faire grandir mon arbre fruitier? Eh bien justement, monsieur Yvon Joseph est là pour pouvoir expliquer tout ça. Il faut savoir que tout pousse en Guadeloupe. Maintenant, est-ce que tout peut fructifier? C'est une autre question. Donc, les pêchers, c'est connu, ça porte en Guadeloupe, il n'y a aucun problème. Les pommiers, ça porte en Guadeloupe, parce que moi j'ai un pommier qui a porté, j'ai ma soeur qui a un pommier qui porte. Donc, je pense qu'il faut une adaptation, un certain nombre d'années peut-être pour que la plante puisse s'adapter comme il faut, et à partir du moment que la plante s'adapte, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fructifier. C'est très important parce que assez souvent il y a des plantes qui viennent d'ailleurs et puis on n'a pas le petit truc, le petit plus pour activer les choses. Souvent je regarde monsieur Joseph Yvon, il donne des conseils mais j'ai besoin d'avoir le petit plus pour pouvoir planter en fait. Et pour moi c'est vraiment une très grande fierté de pouvoir apporter la connaissance que j'ai acquise pendant ces 12 années et c'est vrai que les gens me le rendent bien parce que les gens sont vraiment très contents lorsqu'ils commencent à avoir des arbres fruitiers qui portent chez eux, me faire des retours pour me dire voilà, ils ont les premiers fruits et pour moi c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse m'offrir. Je suis venue chercher les conseils de monsieur Joseph pour avoir cette latitude
mettre en pot, d'avoir un jardin, je dirais, local. Nous avons fait cette expérience-là l'année dernière et aujourd'hui, eh bien, nous renouvelons l'expérience, mais d'une façon aussi plus large et avec encore plus de public parce que la population a répondu à cette invitation. Et voilà, planter ça nous qu'à manger ça nous qu'à planter, c'est on divise, son butin, son lionnage pour nous faire pays en nous. Alors, il est 13h47, nous qu'à bout de là, on a commencé avec Nike et Claudéo, mais encore un Guadeloupéen qui a fait un butin que nous aimons, Bokit, ils font Bokit Center, et ils nous expliquent nous qui j'ai monté ça, Bokit au curcuma, Bokit hip-hop, qui a fait offrir à Pemain qui fait toute qualité Bokit et qui a dit, ni moun qui a mangé ça, ça paraît que ça fait que moun grossi, mais il faut faire attention. Et lui, il a dit comme ça, de toute manière, Bokit là, assez léger, j'ai un café. Et on a reçu aussi Gilles Lydie Kozak, qu'on connaît déjà, il avait fait un film il y a quelques années sur les Grenats. Cette fois-ci, c'est un film qui s'appelle Zépon. Ça se passe dans un Pitako, quand on voit ce film-là, mais nous et il a expliqué comment ce film qu'il a réalisé dans son pays, en Martinique, un petit peu en Guadeloupe, mais plutôt en Martinique, sera bientôt disponible. Il est disponible déjà en Guadeloupe, on le passe déjà. Et il sera disponible en France. Ça, c'est un autre problème pour la distribution de films antillais en France. Ensuite, nous avons reçu Younous Omarji, qui est eurodéputé de la France Insoumise. C'est un réunionnais. Il nous a parlé un petit peu de la politique de son patron, entre guillemets. Je parlais de Jean-Luc Mélenchon pour les dernières colonies. La façon, il a même osé le mot. Il a dit oui, que Mélenchon serait, en tout cas la France Insoumise, serait pour l'autonomie économique, l'autonomie politique et énergétique. Et bien sûr, il a annoncé en exclusivité dans le ZCL la venue bientôt d'une députée, Madame Panot, qui sera bientôt ici, je crois, vers le 22 ou 23 mars. Ensuite, Jean-Luc Divial, Diolo, était avec nous. On a parlé du Salako. Il a disparu du Bentini toujours. Ah, c'est pas tellement en développement. Hein. Ouais. C'est plutôt vraiment Tibouin Moun encore qui ça fait ça et qui capotait. Ça t'est bon que les Saint-Trois qui capotent nous, il faut vous mettre d'autres cafés ça là pour là, ils vont ni développer parce que c'est un butin qui a fait partie de patrimoine en nous, Madjoukan en nous, quand il y a dit Martinique, et faut vous mettre d'autres au Salako, on passe à venir des gens qui ont fait ça, peut-être que si nous, gens qui a coûté nous, qui a fait ça là, prends contact avec nous, on était bien content de vous s'ouvrir. Et puis on est allé faire un tour dans l'actualité, réaction après la victoire de Maes, c'était Jean-Claude Maes, c'était à Cap-Esther, Marie-Galante, il a cette fois-ci remporté tous les suffrages puisqu'il a gagné devant Madame Besquet avec plus de 570 voix. Le pourcentage de la participation a dépassé 73%, c'est dire que les Cap-Estériens étaient mobilisés cette fois-ci. On a vu aussi la situation au lendemain des élections du Lamentin, probablement triangulaire entre le maire sortant qui avait été rendu, qui avait perdu son mandat pour deux pénalités entre guillemets, on ne reviendra pas là-dessus. Il va se retrouver probablement face à José Toribio et peut-être face à Madame. Je veux dire, on ne sait pas encore ce qui va se passer, si ce sera une voie triangulaire ou s'il y aura un regroupement pour le match entre ces deux sortants. En tout cas, pour l'instant, ça aboutit aux environs de 2700 voix et M. Toribio fait à peu près 1780 voix. Bref, c'est une élection qui va se rejouer définitivement dimanche prochain. Et puis, nous sommes allés faire un tour dans la grande fête des mamies, fête des mères. C'était donc au MAC avec le CAC, avec toute une série de monde dont monde dansait et dansait, c'était commandement. Dimanche, le commandement était noir à ça. Ça était assez belle. Trophée des femmes chefs d'entreprise, c'était au World Trade Center ce week-end sous la présidence de la ministre française qui était là. Vous voyez en mission aussi. Ça s'appelle Elisabeth Moreno. Et puis on a terminé avec la JSF qui justement a dit il faut nous planter. Ça, nous qu'à manger ça, nous qu'à planter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 13h51. La réalisation était assurée par Yann et avec le soutien de Naïla Jodla et de Santi, de l'assistante de production. C'est une chance, une des assistantes de production, bref, et puis on se retrouve demain à partir de 12h30 pour un nouveau ZCL. Voilà, il bout de Jodla. Ciao, bye bye.